Vous avez parlé d'entretien des ouvrages. Quelles sont les idées d'entretien d'ouvrages que vous proposez à l'ICA burkinabé? Il n'y a pas d'idée à proposer. Vous savez, ceux qui gèrent l'État savent parfaitement ce qu'il faut faire. Euh, Tout ouvrage, quel qu'il soit, dès qu'il est fait, son second cycle, c'est l'entretien et l'exploitation. On ne peut pas exploiter n'importe quelle infrastructure que ce soit sans entretenir. Une maison s'entretient, une voiture s'entretient, une moto s'entretient, un avion s'entretient. De la même manière, une route s'entretient, un canal s'entretient. Donc, tout ce qu'il y a comme infrastructure, à partir du moment où vous le mettez en service, vous êtes obligé d'assurer un minimum de maintenance, d'entretien, donc, pour qu'il puisse assurer le service pour lequel il a été conçu, en un premier temps. Et deuxièmement, pour sauvegarder votre investissement. Parce que si vous construisez une route, par exemple, que vous négligez de l'entretenir, il va sans dire que, un, elle ne va pas atteindre sa durée de vie, et deux, elle va se dégrader prématurément. Alors que, en l'entretenant de manière convenue et de manière plus ou moins correcte, vous rallongez sa durée de vie, vous augmentez sa capacité à rendre les services pour lesquels cet ouvrage a été conçu, et par conséquent, vous vous enrichissez. Donc, négliger d'entretenir les infrastructures est la source la plus sûre pour s'appauvrir. Donc, on devait accorder, à mon avis, autant d'attention à l'entretien, sinon plus l'attention à l'entretien qu'aux ouvrages neufs. Comment pensez-vous que les jeunes ingénieurs peuvent contribuer de leur manière au développement en fait du Burkina Faso et de ses infrastructures? Et comment également ils peuvent maximiser leur impact? Euh, je vous ai donné tout de suite l'exemple du bébé. Les générations se renouvellent. Le directeur de notre école d'ingénieurs disait que si à 20 ans, vous n'êtes pas communiste, vous êtes idiot. Et il ajoute, si à 40 ans, vous êtes toujours communiste, vous êtes idiot. Au départ, souvent, on pense que on est plus lucide que les anciens, ceux qui étaient là, ils n'ont pas fait grand-chose, ou la science n'était pas assez évoluée à leur temps. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait exact. Le meilleur moyen d'avancer, c'est de débuter là où les autres ont plafonné. Donc, pour moi, l'apport des jeunes d'abord doit se faire en un premier temps, aux côtés de ceux qui ont déjà eu la grâce de faire des bêtises, si je peux me permettre. Moi, ça fait 31 ans que je travaille. Je fais quelques belles choses, mais j'ai fait aussi des bêtises. Il y a des choses pour lesquelles on s'est trompé. Il y a des choses sur lesquelles on a fait. On était au summum de ce qu'on pensait juste, mais on s'est rendu compte plus tard que ça pouvait être mieux. Et il n'y a pas de raison que les jeunes reproduisent les mêmes erreurs. Tout est Voilà. Donc, la sagesse nous recommande de débuter là où les autres ont plafonné. Donc, d'où la nécessité, quand même, de prendre le temps d'apprendre. Voilà. C'est pas parce qu'on a un diplôme, et la connaissance n'est pas spontanée. Et c'est une évolution. Il y a ce qu'on peut connaître théoriquement, mais on a souvent besoin d'un tuteur pour vous guider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est leur capacité à innover. La plupart des jeunes font dans un schéma classique. J'étudie, je fais du boulot et je travaille. Quand ce n'est pas, je trouve du boulot et je m'ingénie dans le vol ou dans la tricherie pour allumer tout de suite à ma fin. Tous ces deux raccourcis-là, tous ceux qui ont pris ces schémas-là se sont noyés en route. Le plus important pour moi, c'est de travailler le plus honnêtement possible, avec le maximum d'intégrité, mais avec le maximum aussi de probité. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Surtout que nous sommes dans l'ère de l'informatique. Il y a beaucoup de logiciels qui sont utilisés de manière, j'allais dire, mécanique.
et qui produisent, hélas, des résultats qui ne sont pas corrects. Même si un ordinateur vous calcule un bâtiment, il peut avoir l'intelligence de vérifier les ratios qu'on trouve. Par exemple, dans le cas d'un bâtiment, on peut vérifier le ratio du pourcentage de ferraillage, le rapport acier-béton, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui vous permettent de savoir si vous êtes dans les eaux permises ou si vous êtes dans le surdimensionnement. Hélas, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de bâtiments sont surdimensionnés. Et le surdimensionnement est proportionnel à l'ignorance de l'ingénieur qui calcule. Le surdimensionnement, lui, il est sanctionné tout de suite. Votre bâtiment va tomber comme vous avez vu déjà quelques cas dans la ville de Ouagadougou. Mais le surdimensionnement a un coût que malheureusement le client porte. Il vous a fait confiance, mais votre ignorance est telle que vous l'avez fait payer plus cher ce qu'il aurait dû apparemment cher, ce qui est un facteur d'appauvrissement. Donc, je pense que vous deviez vous battre. Les jeunes devraient se battre d'abord pour être compétents. Et j'allais dire très compétents. Les compétents, il y en a beaucoup. Les excellents, il y en a énormément. Donc, c'est parmi les excellents que l'émulation va se faire. Et ensuite, il faut des hommes partout. On a besoin des hommes dans l'administration. On a besoin des hommes dans les bureaux d'études. On a besoin des hommes dans les entreprises privées. On a besoin aussi des hommes dans les petites choses. Il y a les domaines entiers dans le domaine du génie civil aujourd'hui qui sont vierges. Beaucoup de gens ont embrassé le métier de génie civil parce qu'ils pensaient qu'il y avait de l'argent dedans. Mais la plupart du temps, ceux qui l'ont étudié tardent à s'engager dans beaucoup de domaines. Alors donc, c'est leur capacité à s'adapter au moment qui va faire en sorte que la contribution au développement, leur contribution va être visible et sensible. Si vous ne vous le faites pas, d'autres vont venir ailleurs le faire à votre place. Et à ce moment, vous allez être des tristes spectateurs parce que vous ne vous serez pas mis au diapason des besoins de votre époque. Nombreux sont ces jeunes qui disent que pour entreprendre dans le domaine du génie civil, il faut avoir des bras longs. Quel est le conseil que vous avez à donner à ces jeunes-là qui veulent en fait embrasser une carrière similaire à la vôtre? Vous savez, tous ceux qui fonctionnent par les bras n'arrivent jamais au barigot. Wow. Parce qu'il y a trop d'obstacles en route qui vont casser les bras. Toutes les entreprises qui sont nées des faveurs politiques, les entreprises qui sont nées parce qu'on connaissait X ou Y qui étaient dans une position favorable de l'heure, n'ont pas fait de vieux os. Ces entreprises-là n'ont pas fait et ne feront pas de vieux os. Tout système qui n'est pas fiable dans la vie s'auto-détruit. Donc, si évidemment vous quittez l'école aujourd'hui et vous voulez compétir avec des gens qui travaillent depuis 20 ans, il y a un souci. Mais si vous prenez le chemin qui est celui de l'apprentissage, tous ceux qui ont du talent repèrent ceux qui ont du talent. Et très vite, vous serez repérés. Et vous allez vous rendre vite compte à un moment donné que vous êtes en capacité d'entreprendre ou d'appartenir à un système qui fait du résultat. Mais cette idée qui dit qu'on peut quitter l'université et tout de suite devenir entrepreneur, peut-être que ça marche pour certains domaines, mais dans beaucoup de domaines, même si des circonstances favorables vous permettent de briller tout de suite, vous risquez de ne pas aller loin parce que seul, on va vite, mais souvent ensemble, on va très loin. Oui. Et tout ce qui brille également n'est pas de l'or. C'est vous qui le dites. Comment restez-vous engagé et motivé malgré les défis, les obstacles que vous rencontrez dans le domaine? Étalon du génie civil, le tremplin des grands talents de la construction.